Médiasphère. Médiasphère. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Retour sur la publication des résultats du rapport sur l'audience des médias audiovisuels en Guinée organisé par Stadio International. Des enquêtes qui révèlent que 88% des Guinéens écoutent la radio Espace et 43% suivent Espace TV. Espace TV, d'ailleurs, le groupe Adafo Média qui caracole en tête du classement des médias en Guinée. Vous aurez les détails au compte de ce grand format réalisé par Mamadou Bouléré Diallo. La semaine médiatique, nous revenons sur la marche du FNDC, le Front National de la Défense de la Constitution en Guinée, également les opérations de déguerpissement au niveau des débarcadeurs de Kaloum lancées par le ministère de la Pêche. Nous allons revenir sur ça, également la victoire du Sidi cadet au compte du tournoi UFOA qui se tient présentement en République de Guinée au stade général Lansana Conté de Nongo. On va revenir sur les détails. Nous allons également parler de l'incendie à Bellevue où des kits de la CENI ont pris feu. C'est avec Abdraman Ba qui sera avec nous dans cette émission à travers cette revue de presse télévisuelle. La rubrique du réalisateur de cette émission, Alpha Abdul Diallo, il s'agit de la rubrique 11AP. On fait le condensé des émissions d'Espace TV, les temps forts des émissions qui défilent au compte de la semaine sur votre lucarne joyeuse. Le tout, c'est dans cette rubrique 11AP avec le réalisateur de l'émission. Mais avant de repartir, on va céder la place aux 10 minutes, c'est Espace TV. On se retrouve dans un court instant. Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La consternation a entamarché ce mercredi nuit. Il est 22 h. Un camion transportant du sable vient de renverser violemment un motard et son passager. Alors, ce camion, certainement les freins ont dû lâcher. Parce que c'est sur la T6 en redescendant, il y avait ce motard-là qui avait un passager. Donc il est venu les racler. Le premier est tombé un peu en amont et l'autre, il l'a traîné jusque là où vous voyez là. Donc les deux corps sont maintenant à la disposition des parents et vers l'autre côté, c'est-à-dire à Anta Marché. Le choc a été d'une violence extrême. Le corps d'un des victimes a été broyé par l'engin dans sa folle course. Le chauffeur s'est éclipsé. Les témoins ont longtemps appelé les services de sécurité pour des fins de constat. Le chauffeur a pris la fuite parce que j'ai demandé. Ils ont fait appel à l'autorité, c'est-à-dire la gendarmerie. Ils n'ont pas pris part. Ils ont fait appel à la CMS de Anta. Ceux-ci aussi n'ont pas pris part. Il a fallu l'intervention de la CMS de Dapompa qui sont venus pour nous aider. Les victimes Sori Oulare, réparateur électronique marié sans enfant, Bemba Dama Kamara, célibataire et conducteur de mototaxi, étaient tous les deux du quartier. Dans leur famille, leurs proches sont inconsolables. Je suis complètement désemparée. Je n'ai plus rien à dire, sinon que de formuler des prières pour eux. Ils n'avaient pas de problème. La défaillance du système de freinage du camion, comme font croire certains témoins, n'a pas été avérée. Et malgré le sempiternel débat sur la visite technique des engins en Guinée, les gros porteurs, à l'origine pour la plupart de ces accidents, continuent à faire des victimes et endeuiller les familles. Nous sommes dans la commune de Matoto, précisément à Simbaya École, dans le secteur 2. Ici, les citoyens sont venus en grand nombre pour se faire enrôler. L'agent opérateur est un peu submergé. Il affirme que tout se passe bien. Ça se passe bien. Ça fait 3 jours ici, là, c'est submergé. Des fois, je travaille jusqu'à 18h passées. Direction Liso Touré, dans le secteur 4. Ici, l'affluence n'est pas au rendez-vous.
Cependant, cet opérateur de saisie nous confie qu'il a reçu un peu plus tôt dans la matinée assez de personnes qu'il a déjà recensées. Dans ce centre, l'opération de révision des listes électorales a débuté depuis le 25 novembre. Bon, ici, là où nous se déroule dans les bonnes conditions. Pour le moment, non. Je n'ai pas reçu de difficultés d'abord. Le matin, à partir de 8 h, il y avait beaucoup de personnes ici, donc on les a recensées, sont rentrés. Les membres de la commission administrative d'établissement de révision des listes électorales sont mécontents. Ils réclament la signature d'un contrat au compte de cette révision et demandent le reste de leur prime de la première phase de l'opération qui était consacrée à l'identification. Si cela n'est pas fait, ces agents comptent arrêter le travail. Le président des CC, il a dit qu'ils allaient passer, on va discuter avec eux par rapport aux primes qui restent et au nouvel contrat que nous allons signer. Donc nous sommes à l'écoute. Si rien n'est fait jusqu'au samedi, nous allons nous retirer. Parce qu'on ne peut pas travailler sans savoir dans quelles conditions nous sommes. Pendant ce temps, d'autres membres de la commission administrative d'établissement de révision des listes électorales ont déjà commencé à boycotter le travail depuis ce mercredi. C'est le cas de ceux de Bessia Centre. Ils ont été une centaine d'étudiants à écouter une évaluation de la Guinée sur certains axes de développement. L'initiative du gouvernement et de l'Union européenne consiste de manière méthodique à montrer aux apprenants dans quel secteur les impacts d'un projet sont positifs. Globalement, ils sont positifs. On peut évidemment et on doit s'améliorer et c'est pour ça qu'on a fait ces études. Les défis de développement d'une région à une autre sont énormes. Toutefois, des avancées ont été constatées dans les secteurs des transports, la justice, ont expliqué les organisateurs. On rêve toujours d'avoir mieux, hein? Mais à date, on peut dire que les résultats escomptés sont là. Bien entendu, il va falloir encore davantage travailler pour améliorer la pertinence de certains projets. L'Université générale Lansana Conté n'est pas exclue de l'évaluation des projets de mise en œuvre des impacts du 10e Fonds européen de développement. Les responsables de l'institution d'enseignement supérieur devront éventuellement collaborer avec l'Union européenne. Ces résultats, comme vous l'avez vu, c'est un département qui a participé à la réalisation de ce projet, le département de géographie. Et je suppose que d'autres départements vont prendre les pas. Et nous aurons donc d'autres résultats. Au terme de la présentation, il se dégage un constat. Les résultats des projets sont quasiment interdépendants. Je pense que ça a été un match difficile, très disputé entre deux bonnes équipes. On s'attendait à ce genre de match parce qu'on savait que cette équipe guinéenne, à un moment donné, allait être dopée par le public, ça on le savait. Après, au début, on pensait qu'ils allaient venir nous chercher dans notre zone de préparation. Ils ne l'ont pas fait. Ça nous a permis d'avoir une première mi-temps plus tranquille. En deuxième mi-temps, ils ont remonté un peu leur bloc, mais on s'y attendait aussi. Donc on a été très vigilants, surtout sur les deuxièmes ballons. Je suis satisfait du match, du résultat. Il y avait un peu de déception par rapport à la première mi-temps, parce que contrairement à ce qu'il a dit, nous, notre objectif, c'était d'aller vous chercher. Mais bon, c'est par un peu... manque de confiance, j'ai demandé à ce qu'on joue beaucoup dans les pieds parce qu'ils avaient deux lignes de 4 et qu'il fallait qu'on les perce en jouant des ballons verticaux. Donc on a fait plutôt des ballons en diagonale et on a cherché des ballons d'aérodéfense. Ce n'est pas les consignes que j'avais demandé. J'aurais demandé de jouer dans les pieds, de jouer entre leurs zones. Après, c'est du travail qui doit se répéter à l'entraînement. Mais il y a quand même eu beaucoup de volonté, d'avoir envie d'aller faire la différence. Donc on va quand même les encourager. Maintenant, c'est aussi à moi, avec mon staff, de bien travailler pour que les consignes soient respectées. Voilà. Ça, c'est un travail qui va se faire au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait quand même. Parce que quand même, le Sénégal, c'est une bonne équipe. On a vu comment ils ont joué face à la Sierra Leone. Donc nous, on était prévenus, mais on avait quand même envie d'aller les chercher et d'aller gagner. Donc il y a encore du travail à faire, donc on va travailler là-dessus pour ça. Les traités aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, négociés durant la guerre froide, n'existent plus. Le traité FNI a été dénoncé par les États-Unis,
Mais je le rappelle, c'est notre sécurité qui est en jeu. C'est celle des alliés européens. Et nous ne pouvons pas rester dans une situation où, ayant fait les meilleurs efforts pour éviter d'abord la violation de ces traités par la Russie, puis cette décision américaine, nous serions simplement là pour constater que nous ne sommes plus couverts par cet accord bilatéral. C'est pourquoi il est à mes yeux impérieux, là aussi, dans le cadre de nos travaux et dès nos discussions de la semaine prochaine, d'aborder de front ce sujet au sein de l'Alliance, d'abord et avant tout, dans le dialogue entre l'Europe et la Russie pour recréer les conditions de notre sécurité dans le monde réel, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui. Et la nouvelle génération d'accords que je souhaite, qui remplacera traité FNI, doit faire l'objet d'un très gros travail et d'une coordination au sein de l'Alliance, et tout particulièrement entre les pays de l'Europe, mais elle suppose une implication des Européens dans ce futur traité. Nous ne pouvons pas déléguer notre sécurité à un accord bilatéral où aucun Européen n'est partie prenante. Il faut aussi prendre la mesure de ce qui produit, nourrit, alimente ces campements et leur reconstitution. Je parlais de 60e mise à l'abri, ça veut dire que les précédentes n'ont pas régulé, n'ont pas réglé durablement le sujet, et que tant que dans ce pays, il sera considéré de fait que l'étape rue reste la première étape de l'arrivée et du passage en France, on aura inévitablement des campements. Il faut se réjouir que nos appels aient été entendus. Il faut continuer à faire ce travail et puis il faut aussi mettre en place des dispositifs qui éviteront de voir se reconstituer ce type de campement, parce que sinon les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est évidemment ce qui va continuer à se passer malheureusement. Médiasphère. C'était le 10 minutes sur Espace TV, le condensé de l'information sur Espace TV. Alors on s'intéresse à ce rapport réalisé, cette enquête réalisée par StatView International, ce cabinet qui a mené des enquêtes dans l'espace médiatique guinéen en écoutant des auditeurs, des téléspectateurs sur l'audience des médias dans le pays. Le groupe Adafo Média caracole en tête de ce classement. 88% des Guinéens, l'enquête révèle que écoutent la radio Espace à travers les grandes gueules et le journal, mais également 43% suivent Espace TV et donc le groupe qui rafle la première place. Retour sur cette enquête aussi qui prend en compte les réalités des travailleurs dans les médias en République de Guinée. C'est un grand format réalisé par Mamadou Bouléré Diallo. Regardez. Médiasphère. Cette enquête montre que 88% des répondants jugent crédibles les informations diffusées par leur station préférée. En plus, 86% des répondants estiment que les journalistes radio sont professionnels contre 72% par rapport à ceux de la télévision. Parmi eux, 90% se sont déclarés satisfaits du programme diffusé par leur radio préférée. Toutefois, 29% des auditeurs écoutent le journal principalement sur Espace FM et 13% sur la radio rurale. Et quand vous prenez les émissions, pratiquement les émissions qui sont suivies, donc il y a une certaine grande affluence, c'est les grandes gueules au niveau de l'espace aussi, politiquement correct aussi. Et vous avez donc au niveau de la radio rurale, c'est le journal, mais aussi c'est les contes et légendes. Et vous avez d'autres médias également qui ont été cités. On ne peut pas peut-être Bontuni avec Continental, qui a une forte audience. Vous avez Kawalanwala, je crois, ça c'est dans une préfecture de la Haute-Guinée qui... C'est une émission très bien écoutée. La radio et télévision Espace occupent donc la première place de ce classement. Un motif de satisfaction pour l'ensemble des employés du groupe Adafo Média. Son fondateur, très enchanté, remercie les auditeurs et téléspectateurs. Lamine Girassi mise sur le renforcement des capacités pour se maintenir.
Justement, là, cette année, par exemple, il y a 6 personnes, l'année prochaine, qui doivent partir du côté de la France, à INA, pour des séries de formations. Je parle des journalistes, je parle des techniciens. Pour nous, c'est important, évidemment, que ces journalistes puissent se former. Pour ne pas dire, on a besoin à chaque fois d'appeler Dakar pour faire venir les gens. La nécessité de s'accentuer sur la formation a été également notifiée. Seulement 20% des responsables des médias ont fait le journalisme. Ce spécialiste estime que tout n'est pas perdu. Je suis optimiste parce que ça me donne, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure aux gens de la HAC, ça me donne encore de l'énergie pour pouvoir continuer à former les journalistes, et ne serait-ce que dans les radios, parce que je pense que nous avons beaucoup de journalistes de qualité, mais il leur faut la formation. Et je pense que si ce volet formation est assuré, aussi bien dans les écoles que dans les rédactions, je pense qu'on peut espérer avoir des résultats escomptés. Dans les 70 organes de presse audiovisuelle guinéenne touchés par l'enquête, au sein de 80% des stations visitées, aucun employé ne dispose de la carte professionnelle de journalisme délivrée par la Haute Autorité de la Communication. 73% des employés des médias audiovisuels privés ne sont pas inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée prend un engagement. Donc pour qu'une radio soit une radio compétitive, une radio normale, il faut que ces radios acceptent de se mettre en règle. Non seulement payer les redevances, payer régulièrement les travailleurs et signer un contrat de travail. Puisque nous partons vers la convention collective, et vers la signature de la convention collective des médias privés dans ce pays. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas aller sans ce contrat. L'assurance aussi que je peux vous donner, c'est que tous les patrons de presse privée de l'audiovisuel se retrouveront dans l'obligation de signer vos contrats au fermé. La Haute Autorité de la Communication est satisfaite de ce sondage mesurant l'audimat des médias audiovisuels. Cette étude aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est exhaustive. Et donc, on va au fil du temps, c'est juste un départ en fait, au fil du temps, nous allons améliorer les résultats obtenus ici. Mais déjà, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons pu entendre aujourd'hui, de ce qu'il s'agit de la couverture médiatique par les médias, l'audience, les émissions écoutées. Et je pense que ça permet à tout un chacun de savoir qui est qui dans les médias et comment travaillent les médias en Guinée. Les recommandations formulées sont nombreuses. Elles sont essentiellement focalisées sur la professionnalisation des hommes des médias. Parmi les recommandations qui ont été faites dans vos conclusions, un certain nombre seront traitées dans le cadre de concertation qui est en train d'être mis en place et qui sera lancé dans les semaines à venir par la Direction nationale des services de communication. Je veux parler notamment de la rencontre régulière entre les régulateurs et les membres des médias, mais également en ce qui concerne la faible représentativité des femmes au sein des instances décisionnelles des médias en Guinée. Le bailleur de fonds prend en compte les remarques et promet de pérenniser l'initiative. Les citoyens déplorent cependant que l'essentiel des émissions soit consacré aux sujets relatifs à la politique. Médiasphère. C'est un grand format signé Mamadou Bouléré Diallo et félicitations aux travailleurs d'Adafo Média à la direction. Et merci aux millions de téléspectateurs d'Espace TV, mais également les auditeurs de la radio Espace, car on ne vit qu'à travers vous. Ce rapport met en évidence le travail abattu durant des années. Et félicitations également aux autres médias du pays, car on parle de la pluralité des titres en parlant de l'espace médiatique en Guinée. Place à présent à la semaine médiatique. Cette revue de presse télévisuelle réalisée par Abdrahman Ba, il revient sur la marche organisée par le FNDC, le Front National de la Défense de la Constitution dans le pays. Nous parlons également de la victoire de Sili Cadet au compte du tournoi UFOA qui se tient présentement en Guinée sous le magistère de la Fédération guinéenne de football, également le ministère des Sports et du Patrimoine historique. Nous allons revenir sur cette victoire de Sili Cadet au stade général Lansana Conté de Nongo. Nous parlerons aussi au compte de cette médiatique de cet incendie au niveau de la Bellevue où les kits de la CENI sont partis en fumée, sans oublier l'opération de déguerpissement lancée par le ministère de la Pêche au niveau des débarcadères de Conakry. Le tout, c'est dans cette revue de presse télévisuelle signée Abdrahman Ba. Regardez.
Médiasphère. Cette semaine, une expression a été encore une fois à la mode. Non à une nouvelle constitution. Non à une nouvelle constitution parce que quand les camarades s'amusent ensemble, le sourire doit être commun. Mais dans ce cas précis, le sourire est exprimé à des fins personnelles. Donc pas question de s'amuser si cela ne sert qu'à priver la joie des uns au profit des autres car... Personne ne conteste le bien fondé de changer une constitution. Mais seulement ils les veulent dans les règles de l'art. Vous avez forcément compris qu'on fait allusion à la marche du FNDC. Et ils ont un objectif, c'est tout simplement... Pour dire à Alpha Condé pour une fois encore, son projet de 3e mandat ne marchera pas. Apparemment, simplement n'était pas le mot adéquat parce qu'il y a bien sûr d'autres exigences comme celle-ci par exemple. Qu'il libère tous les détenus, à commencer par Abdraman Sano et sa suite. Et face à toutes ces exigences, réclamations et dénonciations, Fonike Mengue, quel est l'état d'esprit du président de la République? Il est paniqué. Et qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Il parle de la démocratie, mais il est en train de tuer la démocratie. Cette marche a fait l'objet de plusieurs réclamations, mais il se trouve que certains ont même profité de l'occasion pour régler des comptes. S'il y a bandits dans ce pays-là, tout le monde connaît les bandits. Quand vous avez dépensé 2 milliards de dollars dans les infrastructures routières et que vous ne pouvez pas montrer 100 km de route que vous avez fait, alors où sont les bandits? Cette semaine, l'actualité n'a pas été marquée que par des manifestations. C'est le sauve qui peut. Certains décoiffent la toiture de leur baraque pour récupérer des tôles et autres objets de valeur. D'autres, surpris par l'opération, n'ont pas eu cette chance. Tôt ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à la démolition des habitations de fortune près des débarcadères de Temenetaï et Koulewondi. Un déguerpissement qui va forcément laisser des familles à la belle étoile. Mais qu'est-ce qui a engendré ce chaos? Des jeunes Léonais et Guinéens se sont battus vers Koulewondi, Colombie. Cela a occasionné des violences déplorables. Là-bas, c'est des lieux de prostitution et de consommation de stupéfiants. Mais ici, à Temenetaï, nous vivons de la pêche, pas du banditisme. Eh bien, si on se sent traité avec injustice, ça donne forcément ça. La tension monte d'un cran. Et quelle est la réputation de ces gens qui habitent ces différentes localités? Ces habitations de fortune sont souvent transformées en lieux de débauche et prostitution, mais surtout de consommation de stupéfiants. Qu'est-ce qu'ils ont comme réponse à ces accusations? Nous sommes là pour fumer les poissons. Oui, nous pêchons aussi. Cette semaine, un incendie a fait des dégâts dans le quartier Bellevue. C'est aux environs de 3 heures du matin que le bureau du président du quartier Bellevue-École a pris feu. Et sur l'origine de l'incendie, le président du conseil du quartier a déjà les conclusions de ses propres enquêtes. Bon, moi je peux dire tout de suite que c'est un court-circuit parce qu'il y a plusieurs reprises, ça a tenté de prendre le bureau, mais pendant qu'on est là, et puis on circonscrit le mal. Et puisque les kits de recensement sont partis en fumée, il demande gentiment aux citoyens déjà enrôlés de venir à reprendre le processus. Terminons ce périple médiatique avec cette belle entrée du Sili national à la compétition UFOA des U20. Face aux Mauritaniens, les genoux guinéens ont vite pris le dessus. Sur la pelouse de ce stade qui venait à peine d'être rebaptisé, c'est Al-Gassi Mouba qui prend la responsabilité d'entrer dans l'histoire en inscrivant le tout premier but lors des matchs officiels. Médiasphère. C'était la semaine médiatique avec Abraham Ba, cette revue de presse télévisée, vous l'avez constaté, on est parti de la marche du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, en passant par cette victoire du Sili Cadet au compte du tournoi UFOA, c'était contre la Mauritanie à l'ouverture, sans oublier également cette opération de déguerpissement au niveau de certains débarcadères de Conakry à travers le ministère de la Pêche. Et également, nous sommes revenus sur cet incendie qui s'est déclaré et d'ailleurs qui a fait des dégâts. Place à présent à cette autre rubrique du réalisateur de cette émission, c'est la rubrique On Zappe. Nous faisons le condensé des émissions qui défilent sur vos lucarnes joyeuses. Les temps forts de ces différentes émissions, c'est maintenant sur Espace TV au compte de Médiasphère. Regardez.
Médiasphère. Est-ce que, de votre point de vue aujourd'hui, un pays comme la Guinée est capable de tenir 2 élections majeures en une année, ou d'ailleurs en quelques mois? Parce que février et puis juin, c'est pas trop loin. Alors j'étais en train de poser des questions au départ. En fait, ces questions sont en réalité des esquisses d'hypothèses que l'on se pose pour pouvoir aller vers la formulation peut-être de réponses. Oui. En fait, quand on regarde un peu ces différents aspects, il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce qu'en réalité on pourrait tenir 2 scrutins, même ne serait-ce qu'en 6 mois. Voilà. Je trouve que ça va être un peu compliqué pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est le fait que je ne pense pas que l'État guinéen soit capable d'organiser, disons, de tenir 2 scrutins. C'est l'une des grandes craintes des internautes, que leur webcam ou leur micro soient piratés par des hackers ou des voyeurs afin de les faire chanter ou de les observer dans leur intimité. Plusieurs cas de ce genre ont été rapportés depuis l'explosion des ordinateurs dotés de ce genre de technologie. Alors, la parade contre ce type d'intrusion, le traditionnel bout de papier que vous placez sur le capteur de votre webcam, on le retrouve sur de nombreux PC avec plus ou moins de raisons. L'adage ne dit-il pas, il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Donc voilà, cacher la caméra, votre webcam, lorsque vous ne l'utilisez pas, en tout cas, c'est peut-être déjà une première solution. Ils s'en fichent tant que ça les arrange. Alors, 2 élections majeures déjà dans une année. Imaginez si on ajoutait un référendum là-dessus. Oh, ça va être compliqué. Très compliqué même. Ajouter très compliqué. Pourtant, sous Windows, il est très facile de s'assurer que sa webcam et son micro sont désactivés. Tout se passe au niveau du gestionnaire de périphériques que vous retrouvez via une simple recherche ou un clic droit sur le bouton Démarrer dans l'onglet Gestionnaire de périphériques. Sur la fenêtre apparue, vous ouvrez l'onglet Appareil photo ou périphérique d'acquisition d'images. Vous faites un clic droit avec votre webcam et vous choisissez l'option que vous souhaitez désactiver ou désinstaller. Si vous choisissez la seconde option, sachez qu'il vous sera plus compliqué d'utiliser votre webcam dans l'urgence. En la désactivant simplement, vous pouvez retourner dans le gestionnaire de périphériques et la réactiver assez facilement. Le FNDC, c'est cette mobilisation d'un Zéré Corée. Et d'ailleurs, vos yeux brillent en parlant de cet événement. Oui, c'est une réponse à des allégations fallacieuses, mensongères d'un Damaro qui a taxé une région par rapport aux autres. Aujourd'hui, les vrais gens de la forêt ont démontré qu'ils ne sont pas pour ce projet machiavélique de Alpha Condé. Et écoutez, il est fatigué, il a 83 ans. On est en train de le trimballer partout parce qu'il y a des intérêts de ceux qui sont autour de lui. Quand le public ne voit pas l'affairage attendu, c'était quoi l'affairage attendu? Oui, évidemment, donc le public est parti et s'attendait à ce que... C'était l'affairage Kandiakora et Bébé Baya. Tout le monde s'attendait à ce que Kandiakora fait une demande de mariage. Fasse une demande, d'accord. Voilà. Okay. Et après, sauf que quand Kandiakora est venu, cette déception n'a rien à voir avec le spectacle, disons, mais la façon dont les spectateurs se sont vus rouler dans la farine par un couple qui n'a jamais existé jusqu'ici. C'est bien fait, à vous, vous aimez trop croire à ce que vous n'avez pas vu. Donc, le public, mais voilà, c'est bien fait pour vous. Nous avons entendu également que la plupart ou la totalité des jeunes qui ont été assassinés ont été tirés à bout portant, mais de dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autopsie est terminée ou que Alpha Condé est un charlatan, est un joueur de Cori, est un médecin, il connaît déjà les résultats. Allez, on en a fini pour ce matin. À demain, au revoir. Médiasphère. De retour sur ce plateau, vous l'avez compris, c'était la rubrique On Zappe avec la réalisation de notre Alpha au cours de cette émission. C'est la fin de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Merci au niveau de la régie avec Mafata Sano, Lamine Sidibé. Au niveau de la réalisation, on avait Alpha Madjoule Yalo qui réalise cette émission depuis des années. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Et je meurt tout de suite, c'est l'édition avec nos confrères de BBC. Au revoir. Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici les titres.
Le temps des hommages et des questions pour la France et le Mali après la mort de 13 soldats en combat dans le Sahel. South African Airways sur le point de mettre la clé sous la porte. Réunion d'urgence pour tenter de sauver la compagnie aérienne qui fonctionne à perte depuis 2011. Et en fin de journal, les artefacts congolais en Belgique pourront-ils rentrer un jour à Kinshasa? Pour l'instant, ils sont dans un musée flambant neuf à Bruxelles. L'heure est au recueillement, mais aussi aux interrogations en France après la collision de 2 hélicoptères en opération de combat. L'accident a coûté la vie à 13 soldats. Il s'agit de la plus lourde perte de l'armée française depuis 1983. Et un hommage leur a été rendu dans la base militaire de Gao au Mali, où la ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue en urgence. Mais en France, comme au Mali, on s'interroge sur la capacité de la France et de son opération Barkhane à vaincre le terrorisme et rétablir l'ordre dans cette région qui rassemble le Mali, le Burkina et le Niger. À l'heure où la France pense à de nouvelles stratégies, il est important de revenir à la genèse de l'intervention française dans le Sahel. Le 17 janvier 2012, les rebelles Touaregs déclenchent ce qu'ils appellent la 5e rébellion Touareg contre le Mali. Ils sont vite rejoints par plusieurs groupes djihadistes et prennent en janvier 2013 tout le nord-est du pays jusqu'à la ville de Mopti. Bamako demande alors à la France de l'aide et le 11 janvier 2013, l'armée française arrive au Mali sous de fortes acclamations de la foule. Après plus d'1 an de lutte acharnée, les groupuscules terroristes sont repoussés et commencent donc à se délocaliser aux frontières avec le Niger et le Burkina. Cela force la France, en août 2014, à intégrer un processus régional en collaboration avec les 3 pays, faisant naître l'opération Barkhane, qui opère depuis plus de 5 ans désormais. Et malgré les 4500 soldats français déployés entre les 3 frontières, l'ordre n'est toujours pas rétabli dans cette guerre de presque 8 ans et qui a coûté la vie à plus de 6000 personnes. Pour en parler, on rejoint depuis Paris Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Monsieur Chikaya, tout d'abord, pourquoi la présence de l'armée française au Mali est aujourd'hui controversée? Elle est controversée, mais on peut dire qu'il y a une oscillation, une imbrication de réactions entre le recueillement et la reconnaissance de l'engagement des militaires. Mais ce qui est demandé de la part du peuple malien majoritairement au gouvernement français, c'est de changer, de redéfinir les rapports de la France à l'égard du Mali, du Burkina Faso, de la bande sahélienne et de l'Afrique. Voilà, c'est les avatars et les boomerangs de la France-Afrique, que ce soit sur le plan historique, mais aussi de manière contemporaine. Le peuple malien veut avoir entre guillemets, un face-à-face, un rendez-vous avec eux-mêmes, mais aussi avec leurs gouvernants à qui ils adressent leurs premières revendications et critiques. Et ils vivent dans leur vie, dans leur quotidien, une crise politique de gouvernance, une crise de gouvernance politique et une crise de gouvernance internationale. Donc, ils demandent à la France de redéfinir et de ne plus être malheureusement souvent dans des schémas et des paradigmes qui sont malheureusement trop imprimés pour certains par la France-Afrique encore. Parce que justement, hein, le peuple malien, on s'en souvient, quand François Hollande était arrivé en 2013, il avait été accueilli en héros, en véritable libérateur. La France était donc bienvenue aujourd'hui au Mali. Aujourd'hui, on entend presque parler de recolonisation. Comment expliquer ce changement ? Il n'y a pas vraiment un changement parce qu'il faut savoir qu'il y avait en même temps un enthousiasme mais aussi une mise en scène. Hein. En Afrique, on accueille aussi les libérateurs ou les étrangers de cette manière aussi. C'est vrai que la France a sauvé le gouvernement, donc les Maliens, de cette avancée de quelques groupes Touareg et autres qui voulaient donc arriver sur Bamako pour installer, entre guillemets, un califat. Mais là, aujourd'hui, le Mali, mais aujourd'hui comme hier, n'est plus seulement confronté au terrorisme, il est confronté aussi au banditisme, il est confronté aussi à des conflits inter- et intra-ethniques, même si cela est beaucoup plus complexe, mais je n'ai pas assez de temps pour le dire. Mais voilà, il y a une hybridation de confrontation auquel le gouvernement malien, de toute façon, même si les demandes de départ de l'armée française me semblent illusoires et une erreur de la part du peuple malien, parce que vu l'immensité du territoire sahélien, même si l'armée n'avait pas de problème en termes de dotation et de matériel, ne peut pas seule arriver à combattre et vaincre le terrorisme et les autres confrontations et les autres problématiques. Donc il faut aussi s'adresser à l'Union africaine, il faut s'adresser à la CEDEAO, il faut s'adresser au pouvoir souverain malien, et que la France, l'Europe et la communauté internationale, qui je pense vit une crise de gouvernance. Monsieur Chikaya, juste très brièvement, oui.
Vous parliez justement d'une possibilité illusoire de la France qui se retirerait de cette région. Pour vous, quel serait le scénario dans le cadre d'un retrait de l'armée française ? Ben malheureusement, on risquerait le chaos parce que l'armée malienne n'est pas en mesure seule ou même avec ses collègues d'autres pays sahéliens, de vaincre et d'être confrontés de manière positive et avec succès, de combattre le terrorisme et d'arriver donc à un succès qui permette de recouvrer sa souveraineté sur le Mali, le Burkina Faso. D'ailleurs, ils appellent la Russie et d'autres pays pour remplacer la France, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de demander aux alliés d'être véritablement des alliés, que ce soit à la France, à la Russie et à la communauté internationale, qui ait une force qui soit similaire à ce qui avait été donc développé pour l'Afghanistan, la Syrie, le Koweït et autres, parce que le territoire est immense. Merci beaucoup, M. Tchikaya. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. En RDC, maintenant, une nouvelle offensive meurtrière des rebelles de l'ADF, cette fois-ci contre du personnel des Nations Unies en charge de la réponse contre le virus Ebola. Trois agents de santé ont été tués, mais au-delà de cette insécurité et d'Ebola, la population souffre aussi des conséquences de la rougeole. Depuis le début de l'année, la maladie a tué plus de 5000 personnes. Au total, ce sont plus de 250 000 personnes qui ont été touchées par le virus. L'OMS a indiqué qu'une campagne de vaccination était toujours en cours. À l'heure actuelle, l'épidémie en RDC est la plus importante au monde. C'est l'une des plus importantes que nous ayons jamais vues. Elle est présente dans tout le pays et ne se limite pas à certaines parties, à certaines régions. Les autorités du pays estiment qu'il y a eu, comme je l'ai dit, plus de 250 000 cas et plus de 5 000 décès imputables à la rougeole. Bien sûr, plus que le virus Ebola, beaucoup plus que le virus Ebola, et la plupart sont des enfants et des bébés. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Dans le nord-est de Paris, 500 migrants ont été évacués d'un campement illégal et conduits vers des centres d'accueil très tôt ce matin. Cette opération de mise à l'abri intervient après l'évacuation il y a 3 semaines de 1600 migrants. Au Liban, annulation d'une grève générale de 3 jours, mais les stations-service, elles, continuent d'être à l'arrêt depuis hier soir. Le motif de leur colère, l'obligation d'acheter le carburant en dollars américains et de le revendre en monnaie locale, ce qui signifie une perte significative. Et puis à Hong Kong, la police a pénétré sur le campus de l'université polytechnique qui a été assiégé pendant plus d'une semaine par des manifestants. Les policiers souhaitent recueillir des empreintes sur les cocktails Molotov abandonnés et mettre la main sur les derniers manifestants. Vivons-nous les derniers jours de South African Airways? C'est en tout cas l'inquiétude du gouvernement sud-africain qui poursuit ses efforts afin de sauver la compagnie aérienne plombée par ses dettes. La société a besoin immédiatement de 135 millions de dollars en fonds de roulement pour payer les salaires et les fournisseurs, car le personnel n'a été payé qu'à la moitié. Et donc, l'inquiétude grandit au fil des jours. Les détails de Lamine Noureddine Konkobo. La grève du personnel de la South African Airways est terminée, mais la compagnie aérienne n'est pas sortie de la zone de turbulence. En effet, le principal problème de comptabilité demeure. La société a besoin de près de 140 millions de dollars pour faire face à des frais d'urgence, le paiement des fournisseurs, le paiement des salaires du personnel. La South African Airways a fondé son espoir de sauvetage sur une intervention de l'État, mais le gouvernement ne semble pas pressé d'agir. Pour prendre la bonne décision, apparemment, beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte pour le gouvernement. En tout cas, les ministres des Finances et des Entreprises publiques Tito Mboweni et Pravin Gordhan, en se réunissant d'urgence jeudi, ont soigneusement évité d'offrir une garantie sans condition de l'État. Pour le ministre Mboweni, la société pour survivre est condamnée à changer. Par exemple, elle doit avoir un plan d'assainissement de sa gestion et répondre aux préoccupations soulevées par le personnel au sujet de la corruption. Sans une garantie du gouvernement, les options qui s'offrent à South African Airways sont minces. Elles pourraient être restructurées par le biais de sauvetage des entreprises ou liquidées avec une vente de ses actifs. Cela mettra plus de 5000 emplois en jeu dans un pays où le taux de chômage dépasse 30%. Les banques commerciales sont disposées à avancer l'argent à la South African Airways, mais elles ont besoin d'une garantie de prêt complète de la part du gouvernement. Et l'État a adopté une approche sévère à l'égard de la compagnie aérienne, de sorte qu'on ne sait pas encore si elle fournira la bouée de sauvetage si nécessaire.
La grève paralysante de la semaine dernière a coûté plus de 3,5 millions de dollars par jour à la South African Airways. La grève a beau prendre fin, il demeure que l'avenir de la compagnie aérienne reste incertain. On va parler art maintenant pour le grand angle de cette édition. Le week-end dernier, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, inaugurait à Kinshasa un nouveau musée, mettant l'espoir de voir les œuvres africaines emportées en Europe sous la colonisation enfin restituées. Mais dans le même temps, la Belgique a offert à son musée royal de l'Afrique centrale, situé à Tervuren, un très beau lifting. 4000 pièces y sont exposées. Les travaux de rénovation ont coûté 80 millions de dollars. Visite guidée avec Séverine Dieudonné. On a beaucoup parlé de la rénovation de cet imposant bâtiment qui a été critiqué au sujet de ces expositions dont beaucoup disent qu'elles glorifient l'histoire coloniale de la Belgique. Le nouveau musée a été radicalement transformé après 70 ans durant lesquels son exposition permanente n'avait guère changé. Cette rénovation a eu pour objectif général de présenter les objets du musée d'une manière plus sensible, en partie en expliquant comment les objets sont arrivés dans les collections du musée en premier lieu. Mais pour certains, le fait que le musée abrite encore des objets d'art prélevés sans autorisation sur le continent africain reste un problème. Chez la plupart des jeunes générations, d'aller voir ce musée, c'est très problématique parce qu'ils sont déçus. Ils s'attendaient à pouvoir y découvrir quelque chose par rapport à leur histoire et ils se rendent compte qu'en fait finalement tout ce qu'ils y trouvent c'est le point de vue des Belges empreint de la propagande coloniale. Les lois belges sur le patrimoine font que certaines sculptures et architectures emblématiques du passé colonial du pays ne peuvent être modifiées. Dans son nouveau musée, on a eu l'implication des artistes africains. D'autres choses, il y a eu une reconnaissance des victimes africaines pendant la période coloniale. Encore du travail à faire. De tous les objets précieux exposés dans le musée, le masque Luba est probablement le plus emblématique. Ce masque avait été pris dans un village de la RDC en 1896. Ça serait une chose extraordinaire que l'objet emblématique du musée de Tervuren soit présent au musée de Kinshasa et soit exposé au grand public. Ça serait évidemment ça. Je pense que ça mettrait les choses à un niveau où la discussion pourrait être très apaisée. Sur ce point, les autorités belges se disent préoccupées par le fait que certains pays ne disposent pas des installations nécessaires pour abriter certains objets. Mais avec l'ouverture d'un nouveau musée à Kinshasa, il est possible que certaines pièces puissent éventuellement être retournées. En ce qui concerne la restitution même, le retour physique, nous serons prêts à envisager le retour d'un certain nombre d'objets symboliques. Il n'y a pas encore eu de demande officielle de retour de la part d'un gouvernement africain, mais si une telle demande se présentait, eh bien nous en discuterions certainement très ouvertement. Et c'est là un nouvel espoir que toute une série d'objets historiques pourront être vus par une nouvelle génération de Congolais dans leur propre pays. Séverine Dieudonné, BBC News, Bruxelles. Place à l'Europa League ce jeudi avec tout d'abord Arsenal. Les Gunners de Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe accueillent Francfort à l'Emirates Stadium pour finaliser leur qualification et la première place de leur groupe, et ce, après 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. La pression monte donc sur les épaules du manager Unai Emery. Et cet Arsenal-Francfort est l'un des 24 matchs de la soirée, avec notamment Manchester United en déplacement en Ukraine à Astana. L'AS Rome est à Istanbul en Turquie pour y affronter Başakşehir, tandis que le FC Porto de Vincent Aboubakar et Moussa Marega est en déplacement sur la pelouse des Young Boys de Berne. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, notamment en Guinée sur Espace Télévisions. Bonne soirée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de BBC Info. Au revoir. Médiasphère.